les amis du monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mandela Tialeu et vous êtes la bienvenue sur Digital Profile, votre podcast qui vous embarque dans la découverte d'un métier du numérique. Ce programme est propulsé par Economa, la plateforme de digitalisation des entreprises. Alors, je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming audio et sur economa.com. Bonjour le web, vous qui nous suivez en direct sur Economa Live et en replay sur les plateformes de streaming audio, bienvenue dans Digital Profile, votre podcast qui vous embarque dans la découverte d'un métier du digital. Je suis Mandela Tialeu aux commandes et j'espère que l'étalonnage vidéo n'aura plus de secret pour vous. Et oui, vous l'avez constaté, c'est ce métier que nous allons découvrir dans le cadre de ce numéro inédit. Et pour en parler davantage, notre invité est déjà en place. Stéphane Kamgia, étalonneur vidéo et surtout fondateur du studio de post-production numérique The King Lion Pictures, basé à Yaoundé, au Cameroun. Stéphane, bonjour et bienvenue. Bonjour Mardi, je suis content d'être sur le plateau d'Economa. Ah, c'est partagé, hein. C'est un plaisir pour moi d'être en face de toi, Stéphane. Merci. Et alors, fondateur d'un si gros studio, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un travail d'équipe ? Oui, toujours, c'est un travail d'équipe qu'on ne peut pas faire un gros projet comme ça aussi seul. Oui. Ouais, il y a toujours des gens dans l'ombre qui travaillent, même si c'est moi, comme on dit, c'est moi la plaque d'exposition. Oui, mais il y a toute une grosse équipe derrière qui charbonne toujours. Oui. Très bien, alors je te vois un peu en direct, tu sors du travail, est-ce que ça va ? Ta journée s'est bien passée ? Ouais, ça va, surtout quand on est sur le plateau d'Economa, comment est-ce que ça va parler ? Très bien. Alors, Stéphane, fondateur justement d'un studio de post-production numérique, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été le déclic pour arriver à une si grosse concrétisation ? Ok, en fait, c'est parti d'abord du fait de vouloir se faire respecter dans le milieu, parce que nous sommes dans un milieu où, il faut le dire honnêtement ici, le technicien n'a pas sa place. Oui. Et comme j'étais un technicien pur, il fallait d'abord se faire respecter, parce que quand le producteur t'appelle, en général, la majorité des techniciens vont chez les producteurs travailler. Donc, ça fait que quand il t'appelle, tu es obligé de te déplacer, aller chez lui. Et du coup, quand il t'appelle, déjà, tu te déplaces, tu vas chez lui. Vous n'êtes plus déjà au même niveau. Donc, déjà, tu es déjà en bas et lui, il est là. Oui. Et surtout que c'est lui qui a le matériel pour bosser. Et aussi, chez eux, vu que moi, je pousse beaucoup la recherche, chez eux aussi, je n'étais pas à l'aise pour pouvoir bien travailler parce que c'était juste un ordinateur et un truc, puisque ce ne sont pas techniciens, ce ne sont pas des monteurs, c'est juste des producteurs. Donc, ils achètent juste une machine pour tout. Il y a il y a tous ces petits trucs qu'il faut autour pour pouvoir être à l'aise quand tu travailles. Donc, du coup, il n'y avait pas ça et moi, je me suis mis en tête, j'ai dit, bon, ok, moi, je vais me sacrifier, je vais fonder, je vais faire un studio de post-production numérique, vraiment au standard vraiment européen. Oui. Ouais, justement. Et aujourd'hui, le studio, il est en place. Oui, 7 ans plus tard. Waouh, c'est super, Stéphane. Et tu pratiques le métier d'étalonneur vidéo depuis plusieurs années déjà. Oui. Est-ce que tu as suivi une formation ? Raconte-nous ton parcours académique. Non, en fait, je suis un autodidacte dans l'étalonnage vidéo, tout comme dans le montage d'ailleurs, par lequel j'ai commencé. J'ai toujours été autodidacte. Ah, tu n'as jamais été à l'école pour ça ? Non, j'ai jamais été à l'école pour ça. Moi, ce que je faisais à l'école, je faisais l'électricité. C'est ce que je faisais à l'école. Ouais, ça alors. Ouais, je faisais l'électricité. Donc maintenant, ce qui m'a fait connaître vraiment, ce qui m'a fait vraiment entrer dans l'étalonnage vidéo, c'est parce que moi, en tant que monteur, déjà, je voyais les vidéos des autres de l'extérieur, quoi. Et je voyais qu'il y avait un problème avec le nôtre, en fait. Il y avait un problème avec le nôtre, mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Un jour, j'ai fait la connaissance, la première personne qui me parle de l'étalonnage, c'est un producteur camerounais qui s'appelle Cyril Masso. Cyril Masso ? Oui, un jour, il me dit, voilà, je finis de monter son documentaire. Oui. Il me dit, il faut que tu étalonnes. Je dis, mais c'est quoi ? Je demande, mais qu'est-ce que c'est étalonner ? Il me dit, non, il faut que tu retouches les images. Tu vois pas que ici, là, c'est un peu bleu, là, c'est un peu rouge, il faut ramener ça même. Et c'est là où je dis, c'est quoi ça ? Il me dit, c'est là où je dis, mais bon, ok, d'accord. Je vais sur Internet, je regarde l'étalonnage, je cherche à comprendre un peu plus et tout. Jusque-là, c'est encore un peu compliqué. J'essaie de faire un peu avec ce que je vois. Maintenant, il y a une formation au Ghana. Et là, il y a un stage au Ghana organisé par CFI.
Et là, j'ai la chance d'aller dans le stage, toujours par le biais de Cyril. Oui. Maintenant, arrivé les formateurs, c'était un stage en montage. C'était montage vidéo et étalonnage. Je me disais, tiens, maintenant, il y a l'étalonnage. Il faut que tu ailles là, tu vas mieux comprendre. Maintenant, les formateurs là-bas, il y avait les deux, c'était des monteurs. C'était même pas des étalonneurs, vraiment, c'était des monteurs. Oui. Mais arrivé au Ghana, moi, ce n'était plus trop le montage qui m'intéressait. Je disais, mais je veux comprendre cette histoire d'étalonnage là, c'est quoi exactement? Oui. Et c'est comme ça, le soir, comme on était logé dans le même hôtel avec les formateurs, c'est l'avantage qu'on avait au Ghana. On était logé dans le même hôtel. Ça, c'est en 2011. C'est là où je commence à leur demander, c'est quoi l'étalonnage? Ils me brossent un peu plus. Ils ont ouvert le premier logiciel d'étalonnage que j'ai vu, c'était Color. C'était de Final Cut sur Mac, c'était Color. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'utilisent plus ça, mais avant, c'était le numéro 1. C'est le premier, ils ouvrent, ils brochent. J'ai dit, mais ça... Après, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai commencé encore à faire des recherches sur Internet. Mais avant, ce stage a duré combien de temps à peu près? Le stage, il a duré 2 semaines. Juste. 2 semaines? Oui. Et vous avez approfondi toutes ces connaissances? Non, on n'a pas approfondi. Ils ont juste... parce que le stage, c'était en montage, oui. Beaucoup plus. Ah, d'accord. Maintenant, c'était pour les gens qui ont déjà un certain niveau et qui veulent juste compléter. Mais l'étalonnage, ils brossaient brièvement. Vu que ce n'était pas des étalonneurs, oui. Mais vu qu'ils venaient de la France, et c'est quelque chose qui est pratiqué là-bas depuis... Et ils avaient un peu d'avance dessus, quoi. Ouais. Donc, du coup, ils m'ont brièvement brossé là-dessus. C'est là où... Mais j'ai beaucoup plus appris sur Internet, pour dire vrai, sur Internet. Et Dieu merci aussi, il y a des plateformes qui font des formations interactives que j'ai achetées. Oui. Oui, pour pouvoir... accéder voilà, au cours. Au cours, justement. Et est-ce que tu comprenais, tu assimilais facilement ces cours, généralement avec des termes techniques et autres? Oui, c'était... En fait, c'est vrai que c'était pas trop facile, mais quand tu t'y mets, ça va. Vu que c'est interactif, donc du coup, le mec, il te dit où tu dois cliquer, oui. Ce que tu dois faire, pourquoi et tout. Donc, il suffit juste d'un minimum de concentration et ça va. Ah, d'accord, très bien. Alors, Stéphane, j'aimerais savoir, sur le terrain, quel a été ton premier gagne-pain? Je suppose que tu es passé par plusieurs activités avant d'accéder au métier d'étalonneur. Raconte-nous ton aventure. Oui, avant d'accéder même au métier de l'audiovisuel. Oui. Non, c'est trop long. En fait, après l'école, moi j'ai fait une formation en mécanique de fabrication. Après le baccalauréat? Non, j'ai pas eu de bac. Je suis pas allé au baccalauréat. Alors, waouh! Je suis pas allé au baccalauréat. Oui. Après, j'ai arrêté, j'ai fait une formation en mécanique de fabrication. C'était pour rectifier les vilebrequins des voitures, les culasses des voitures, fabriquer des boulons et tout. Ah, c'est la mécanique auto. Oui, non, c'est pas la mécanique auto. C'est pas la même chose. Ça, c'est la mécanique de fabrication. Non, c'est pour fabriquer des pièces de voitures et corriger les pièces des voitures. Voilà, j'ai fait ça au camp militaire, là, à Ikounou, au CFTA. Mais maintenant, après ma formation, on voulait me faire intégrer l'armée. Vu que mais comme je voulais pas intégrer l'armée, j'ai décliné. Et c'est comme ça qu'après, quand j'ai laissé ça, je suis entré dans les babouches. J'ai commencé d'abord par les babouches. Je vendais les babouches au marché central à la Sauvette. Je me baladais avec et tout. Après, c'est passé par les biscuits, les arachides et tout. Donc, c'est un jour au marché central. Il y a quelqu'un, il est même dans l'audiovisuel, il est quand même connu, il s'appelle Christian Tamou. Comme au marché central, il lui travaillait pour son oncle, qui était grossiste, il gérait la boutique de son oncle. Et pendant un bon bout, quand j'ai laissé les babouches, on ne se voyait plus. Un jour, mon cousin Flavien qui me dit « Ah, on va aller voir Tamou ». J'ai dit « Ah bon, ouais, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Il travaille au Carrefour, peut-être allons, on le voit ». Mais dès que je suis arrivé là-bas, j'entre dans le studio Carrefour, peut-être à l'époque, j'étais blasé. J'ai dit « Mince, c'était comme le coup de foudre en fait ». J'ai dit « Ah, c'est ça que je veux faire ». Ouais, directement. Oui, directement, j'ai dit que c'est ça que je veux faire. Sérieux. Et c'est là que tu t'attaches à lui et il commence à te former ou alors après ça, tu continues avec ton commerce? Non, après ça, je continue encore avec mon commerce parce que j'avais pas encore la somme qu'il m'avait demandé, j'avais pas encore. C'était combien? C'était 200 000 francs. Ouais. Mais heureusement, je suis allé voir un oncle qui fait réseau de télécommunications qui s'appelle Tonton Chrislin. C'est lui qui m'a dit, écoute, va voir ton gars, je lui dis, s'il accepte de prendre les 200 000 en 4 mois, 50 000 par mois, je finance sa formation. Il a dit, ok.
Et là, je suis allé le voir. Il était d'accord. Et là, il était d'accord. Oui. Très bien. Et il commence par quoi dans cette formation? Qu'est-ce qu'il t'enseigne en premier et puis il termine par quoi? En premier, c'était juste de regarder, c'était juste observer. J'étais derrière lui. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Oui. Mince, déjà que d'abord, pour aller à la formation, des fois, c'était pas facile parce que je quittais Essos Tinga à pied, parfois, et en sans confiance. Quel trajet! C'était pas facile en sandales. Il a roulé sa bosse. Ouais, c'était pas vraiment facile. Donc, du coup, des fois, déjà la fatigue. Quand j'arrivais derrière lui pendant qu'il bossait, je roupiais. Je roupiais donc pendant. Donc, ça fait ça. Mais juste que ce qui s'est passé, c'est que au bout de 3 mois déjà, seulement au bout de 3 mois, je commençais déjà à aligner les images. Oui, en 3 mois, j'ai fait mon premier montage clip. En 3 mois? Oui, il avait monté un clip, j'avais observé, il m'avait expliqué comment est-ce que ça se passe. Et moi, quand la machine était libre, parce que je n'avais pas accès à la machine à tout moment, c'était aussi ça la difficulté. Pour avoir accès à la machine, c'était dur. Donc quand il y avait 2 secondes, boum, je me précipitais sur la machine. Waouh. Je pense que ton parcours jusqu'ici éblouit tout le monde, j'imagine tous ceux qui regardent, qui écoutent, sachant que tu es autodidacte et que tu n'avais jamais eu affaire au métier de l'audiovisuel. Jamais. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer dans le cœur du métier. C'est quoi l'étalonnage vidéo de manière simple, de manière concrète pour le plus bas Camerounais qui nous écoute, le Camerounais lambda? C'est quoi l'étalonnage vidéo? On va dire que l'étalonnage vidéo, c'est l'étape de finition d'une image. Ça vient après le montage et les effets spéciaux. Donc ça consiste à travailler sur la luminosité, les contrastes, les couleurs et les saturations des images. En fait, c'est ça l'étalonnage. Alors, je vais te poser une question, tu vas me dire si ça ressemble à l'étalonnage. Oui. Généralement, dans nos smartphones, quand on capture une image, il y a je ne sais pas si tu as remarqué ça. Oui, il y a des filtres qui nous proposent des couleurs différentes. Voilà. Est-ce que c'est à peu près ça l'étalonnage? Oui, on va dire, bon là-bas, les filtres, on va dire que c'est à peu près ça l'étalonnage, mais ce n'est pas l'étalonnage, parce que l'étalonnage, c'est tout un processus. Oui. Là, on va dire ce qui est dans vos téléphones, c'est beaucoup plus des trucs, des luttes, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, parce que pour étalonner, c'est tout un processus. Oui. Et donc, en quoi consiste ce métier, le métier d'étalonneur? Bon, il y a le métier d'étalonneur, en fait, il y a 2 gros... Je vais expliquer ça comment. Le métier d'étalonnage, ça passe d'abord par... Il y a d'abord il y a 2 gros aspects, voilà, si je vais dire ça comme ça. Oui. Il y a 2 gros aspects au boulot d'étalonnage. Un aspect, le premier d'abord purement technique, de correction colorimétrique, qui va nous permettre de rendre nos images visuellement le plus neutre possible. Oui. En plus, après ça, on va chercher à harmoniser les images d'une même séquence, les plans d'une même séquence, entre eux, tu vois, pour donner une illusion de continuité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait qu'un plan qui a été tourné à midi et l'autre à 15h, par exemple, puisse donner l'impression d'avoir été tourné au même moment. Ouais, s'ils se suivent dans le montage. Avec tout ce que cela peut impliquer comme problème d'éclairage, effectivement. Maintenant, la deuxième étape, elle est beaucoup plus créative et esthétique. Oui. C'est là qu'on va s'amuser à donner une identité à notre image. Un look, comme on dit à notre jargon. Oui. Voilà, en ajoutant des dominantes colorées en fonction de l'ambiance qu'on veut poser. Et pour faire ça, on va s'aider des outils d'analyse qui sont dans notre logiciel d'étalonnage. Parce que ça se fait par l'œil, sinon beaucoup de détails pourraient nous échapper. D'autant plus si on travaille sur un écran mal étalonné ou peu contrasté. Je vois un peu. Dans le mieux, c'est de se fier à ces outils qui analysent parfaitement les signaux d'entrée. Ce que notre œil et notre écran ne feront jamais aussi bien. Voilà. Je pense qu'on va y arriver. Ouais. Pour l'instant, j'aimerais savoir sur quel projet tu as le plus travaillé, sur des clips vidéo, des documentaires, des courts-métrages. Sur quel projet est-ce que tu as le plus bossé? J'ai beaucoup plus bossé dans la publicité. Et c'était quoi la première? J'ai beaucoup plus bossé dans la publicité, les films d'entreprise. La première publicité que je monte et j'étalonne, je me rappelle, c'est la publicité, bon, sans publicité, c'était pour naturellement, sans la pasta. Publicité. Ouais, c'était pour la pasta. C'était tourné avec Nastou et Go. Moi, j'intervenais au montage et à l'étalonnage. Oui. En fait, j'intervenais au montage et à l'étalonnage. Nastou et Go, la Côte d'Ivoire. Oui, c'était mon premier boulot dans la pub, en tant que monteur et surtout en tant qu'étalonneur. Et ça t'a valu combien de francs CFA, si pas indiscret? Ouais, je me rappelle. C'était 80 000. C'est même d'ailleurs ça qui m'a permis d'acheter mon premier ordi.
Mais bravo, et on rappelle que Merci. ça, c'était ton premier projet sur lequel tu as travaillé Ouais. depuis ton entrée dans le métier. Ouais. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer à présent sur l'étape à laquelle intervient l'étalonnage dans la production audiovisuelle. Prenons un cas pratique, Ouais. le cas d'un court-métrage. Mhm. Une fois que les images soient prises sur le terrain, Ouais. qu'est-ce que tu fais une fois que tu es en studio de post-production numérique? Je veux que tu nous détailles cela du début jusqu'au finishing dans les moindres détails. Bon, déjà, on va considérer qu'on a j'ai déjà causé avec le réalisateur, le directeur photo avant qu'il n'arrive, bien avant, dans la plupart des cas. Maintenant, quand je reçois les images, bien évidemment, je crée un projet et je les importe dans mon logiciel d'étalonnage. Oui. Et maintenant, la première chose que je fais, c'est que je vais d'abord travailler sur la luminance pour la mettre aux normes, donc pour la normaliser. Parce qu'habituellement, quand on reçoit des images, ils ne sont pas encore aux normes, côté luminance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon moniteur de forme d'onde, je mets les basses lumières à 0, sans trop exagérer, pour ne pas être sous-exposé. Oui. Je mets les hautes lumières à 100, aussi sans trop exagérer, pour ne pas être surexposé. Voilà. Maintenant, après, quand j'ai terminé de travailler dessus, je vais maintenant engager ce qu'on appelle les raccords lumière. Ça veut dire quoi? Je parle en fait, il s'agit de la continuité, de l'illusion de continuité dont je parlais, dont je vais accentuer ça. Donc là, il faut que les dernières images d'un plan Oui. et les premières images de la seconde puissent être raccord côté lumière, Oui. en fait, justement. Oui. Et là, je vais renforcer cette illusion de continuité-là. Maintenant, après ça, à ce niveau-là déjà, je vais maintenant m'attaquer aux couleurs. La balance des blancs, ce qu'on appelle la balance des blancs. Parce que des fois, ça n'a pas été fait au tournage. Ou des fois même, ça a été fait, mais un changement de lumière, quoi. Un changement de luminosité à l'extérieur vient changer la balance des blancs. Il va falloir refaire ça en post-production. Et là, je vais aller dans on appelle ça la parade RVB. RVB pour rouge, vert, bleu, qui sont les couleurs primaires de la vidéo. C'est ça qui constitue l'image. Donc, je vais voir et je vais les aligner, je vais les mettre au même niveau. À ce niveau, je suis à une étape de correction colorimétrique dite primaire. Donc là, j'ai déjà une image, comme je dis, visuellement neutre, quoi, Oui. qui est déjà bien posée. À partir de ça, maintenant, je vais attaquer ce qu'on appelle l'étalonnage secondaire. Dans l'étalonnage secondaire, maintenant, je vais corriger maintenant avec précision certaines parties de l'image, parce qu'il se pourrait que dans certaines zones de l'image, il y ait des défauts. Et là, je vais faire ça à partir des masques, quoi. À partir des masques dont je vais aller sélectionner peut-être seulement le coin du mur ou juste le ciel, essayer de le rendre un peu plus joli, un peu plus bleu et tout. Bon, ça dépend en fait. Oui. Après cette étape, je vais entrer dans la saturation. Donc, je vais regarder à partir du vectorscope. À partir de mon vectorscope, je vais regarder quelle est la couleur qui sature le plus. Ça peut être un choix du réalisateur ou pas. Maintenant, en fonction de ce que j'ai causé avec eux, je vais repérer les couleurs, là où les couleurs, ça dépend, dominantes. Et je vais essayer de réduire. Je vais les réduire. Et maintenant, après ça, je vais entrer dans l'étape créative. Je vais chercher à styliser maintenant ma vidéo, à donner une identité, un look, comme je disais. C'est à ce moment-là que maintenant je vais entrer. En fait, c'est une étape beaucoup plus créative. C'est là où tout étalonneur s'amuse. Comme on dit, c'est là où tout étalonneur s'amuse. Donc là, maintenant, ça dépend. Est-ce que je veux une image un peu trop contrastée, écrasée dans les noirs, une image trop lumineuse? Est-ce que je veux un peu plus de bleu dans les parties sombres pour grammatiser un peu la scène? Donc ça dépend. Est-ce que je veux des trucs un peu plus chauds en fonction de ce que j'ai... Là, ça dépend de ton génie. Oui, non, ça dépend de ta créativité et ça dépend aussi de ce que le directeur photo et le réalisateur veulent. Oui. Ouais, en fonction de l'émotion qu'il veut faire passer. Oui. Une multitude de choix se pose à moi en fait. Et en ce moment, et quand ça est terminé, si au départ, parce que des fois on vient avec des images qui sont vraiment lourdes, qui sont extrêmement lourdes, sur lesquelles on ne peut pas travailler, chez nous on dit travailler sur des images natives. Donc ça veut dire que tu ne peux pas travailler sur ces images brutes. Donc du coup il faut baisser la qualité de l'image, baisser la résolution de l'image, travailler en basse résolution, après refaire ce qu'on appelle une conformation, donc la remettre après en haute résolution quand tu as terminé l'étalonnage. Et après ça, j'exporte et
Le produit est prêt à être consommé. Le PAD. Voilà, comme on dit, le PAD. Ça veut dire en fait que les filles, c'est comme une sorte de make-up quand on prend nos outils. Oui, il y a chaque détail du visage qu'on essaie de perfectionner. Oui, parce que j'ai même oublié même une étape. Il y a l'étape même la plus importante, c'est même la peau, justement. C'est la peau, parce qu'après, dans les corrections secondaires, je vais m'attaquer à la peau. Oui. Seulement à la peau. Parce qu'en fonction de l'éclairage qui a été utilisé, la peau peut paraître surréaliste ou pas très jolie. Oui. Donc là, maintenant, toujours à base des masques et tout, et des qualifieurs, je vais peaufiner tout ça. Et avec aussi mes roues colorimétriques, donc je vais peaufiner tout ça. Donc ça dépend. Maintenant, si parfois le visage est en mouvement, parfois la personne est en mouvement, il marche, il faut animer le masque, ou il faut faire un tracking là, alors ça devient vraiment fastidieux. Là, c'est la patience vraiment, parce qu'animer un masque ou faire un tracking, il faut faire un suivi, ça veut dire un suivi, oui, ça veut dire que si il tourne le visage, toi aussi, le masque doit changer. Oui. S'il bouge là. Quand tu fais un tracking de la main, là, il faut s'asseoir, il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment s'asseoir. À chaque fois, les doigts, tout ça dit, c'est vraiment, et c'est image par image. Oui. Étant donné qu'une seconde en vidéo, ça dépend du format auquel tu as tourné. Oui. Si tu tournes, non, c'est comme là maintenant, là, on est en train de... je sais pas, c'est comme les tournages qu'on fait habituellement, c'est 25 images par seconde. Oui. Donc ça veut dire qu'une seconde, c'est 25 photos. Donc ça veut dire que si tu as 3 minutes sur lesquelles tu dois faire du tracking ou du masque... Le calcul rapide. Aïe, c'est compliqué. Oui, c'est pas vraiment évident à t'entendre parler. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé de contraste. Ton travail demande assez de tact, assez de lucidité, vu qu'il est question d'en sortir avec des images qui ont un contraste pas très important. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pas trop sombre, pas trop clair. Comment tu fais pour arriver à un résultat aussi satisfaisant? Quel est ton état d'esprit quand tu travailles? Quand je travaille, en ce moment, mon état d'esprit, le seul état d'esprit que je peux avoir et que je crois que tout étalonneur a, c'est la patience. Il faut vraiment être patient. Il faut pas être pressé. Non, c'est vraiment la patience. Et aussi, c'est la patience et la concentration. Donc vraiment, le téléphone, tu le mets d'abord dans le placard. Parce que si il y a un message, la cling, tu le mets d'abord dans le placard. Tant pis pour la personne qui appelle, donc tant pis. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de perdre patience? Non, c'est-à-dire que tu travailles, ça ne donne pas, tu es dans tous les états. Oui, ça peut arriver. Mais ça ne met pas dans mes états, bien au contraire. Quand je travaille et que ça ne va pas, j'arrête la machine, je me couche d'abord, je dors, ou je vais marcher un peu. Oui. Ça dépend, et en revenant, parce que des fois, plus le boulot est plus je suis pressé, plus le boulot est urgent, plus je prends de pause, en fait. Plus je prends de pause, plus le boulot est urgent, plus je prends de pause, parce que au bout de 2 heures, même d'autres personnes, moi par exemple, mon temps devant l'écran, mon temps de concentration devant l'écran, c'est maximum 5 heures. Après 5 heures, même ce que je vais faire après là, vraiment, ça va plus être ça. Quand je vais revenir après me rasseoir, je vais dire, mince, c'est pas moi là, c'est pas moi qui faisais ça. Tu viens justement de me donner ta fréquence de travail journalière, ça veut dire que tu travailles 5 heures par jour? Intensément, 5 heures. Oui, quand il s'agit d'étalonnage. Mais j'aimerais savoir, quand je te lève le matin, déjà tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 5 heures. Quand je te lève le matin, qu'est-ce que tu fais en premier avant d'arriver au travail? Avant d'arriver au travail, comme tout le monde, je prends ma douche. Je prends mon petit déjeuner et puis, habituellement à 7 heures, moi je suis déjà là. À 7 heures, je suis déjà au travail parce que moi, je fonctionne comment? Quand midi arrive et que j'ai encore rien fait, ma journée elle est gâtée, j'ai plus la vibe. Donc du coup, j'arrive assez tôt. Donc du coup, j'arrive assez tôt au boulot pour qu'à midi, je puisse au moins me reposer pour reprendre après et ne plus m'être long. Mais quand tu arrives au studio, est-ce qu'il y a une petite thérapie que tu fais pour te mettre dans la peau de l'étalonneur? Tu écoutes de la zik? Ou alors quand tu arrives, tu enchaînes direct? Non, quand j'arrive, j'enchaîne direct. J'écoute pas des... Par contre, j'écoute de la zik quand j'étalonne. Pendant que j'étalonne, oui, j'écoute de la musique pendant que j'étalonne. Ça, c'est inéluctable. J'écoute toujours la musique pendant que j'étalonne. Oui. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'une seconde de production, si on peut le dire comme ça, c'est valable à 26... Une seconde d'image. Une seconde d'image, c'est 25 photos. Oui. C'est ça, c'est qu'on tourne en 25 images secondes. Et si on tourne en 50 images secondes, une seconde, c'est 50 photos.
Ah, C'est 50 images fixes, quoi. Oui. Donc, c'est la succession de ces 50 images fixes qui crée justement cette sensation animée là. C'est comme nous, tout de suite, comme on est en train de parler là, c'est parce qu'il y a une succession justement de ces images qui sont collées les unes aux autres que ça crée cette fluidité. Oh, je comprends. Voilà. Et donc, pour 6 minutes de production, prenons le cas d'un court-métrage de 6 minutes, tu taxes à combien aux personnes qui sollicitent ta prestation? 6 minutes actuellement, si quelqu'un vient avec un 6 minutes dont je vais parler, déjà d'abord, les talonnages ici, les gens y pensent en dernier lieu. Oui. Voilà, les gens y pensent en dernier lieu. Bon, ici, quand c'est ici au Cameroun, Oui. avec un 6 minutes, quelqu'un s'il vient avec un 50 000, je les talonne sur 6 minutes. Bon, Quand ça veut dire que si on fait un petit calcul Quand c'est rapide, ici. ou alors la règle de 3, c'est valable pour 20, 26 minutes. Non, pas pour 20. Ça 26. dépend donc de Non, quoi? ça dépend, oui. Ça dépend d'abord déjà du produit et ça dépend aussi parfois du client, ça dépend. Oui. Ça dépend vraiment du client et de ce qu'il veut aussi. Ça dépend aussi de ce qu'il veut parce que parce que les gens pensent que l'étalonnage c'est pas juste embellir l'image, hein. C'est pas juste embellir l'image. Il y a des gens qui viennent, ils te disent écoute, j'ai tourné. Il y a des gens qui ont tourné, quelqu'un peut peut-être arriver là, il te dit écoute, on a tourné là, mais sauf que cette séquence-ci, je veux que ça paraisse années 60. Vous savez que les images, les images des années 60, on les a plus refaits, ça c'est pas noir, non seulement noir sur blanc, oui, des fois aussi la vitesse à laquelle ils allaient, en fait le piquet aussi, ce n'est plus pareil. Il faut parfois dénaturer l'image et c'est pas simple, parce que même dénaturer l'image c'est pas évident. Ça veut dire que donc, à la dépend, base, il n'y a en fait. pas des critères standards. Non, il n'y a pas de critères critères standards. Voilà. Le client. C'est en fonction de ce que veut le client. Il n'y a pas de critères standards. Et tu penses, Stéphane, que ce métier nourrit véritablement son homme? Bon, actuellement ça va. Actuellement ça va, je me plains pas. Ça se voit pas. Ah bah ça se voit, il y a le charisme, le teint il est beaucoup plus clair. Voilà. Qui sait, il y a peut-être une voiture garée là dehors. Hein. Ah oui, j'ai vu en arrivant de toute façon. Donc Stéphane, j'aimerais savoir à tes débuts, par mois, quand tu quantifies, parce que forcément c'est chaque jour qu'il y a des personnes qui te sollicitent, quand tu quantifies ce que tu pouvais gagner, je te situe à quelle fourchette salariale? À quel moment ça dépend? Actuellement ou... Bon, à tes débuts, pas actuellement. Je sais mes débuts. qu'actuellement, oui, à tes débuts. À mes tout débuts, je gagnais rien. Je gagnais presque... Alors là, je parle de quand King Lion était déjà en place, hein, quand le studio était déjà en place. Le studio King Lion actuel? Oui, le studio actuel. The King Lion Pictures. Oui, c'est vrai que tu vois, The King Lion Pictures, ça n'a pas encore 1 an. Hein. Oui. Ouais, on va dire, ça passe encore 1 an. Mais actuellement, j'ai pas mal de boulot quand même. Oui. Ouais, j'ai pas mal de boulot. Je crois que quand je vais faire mon inventaire, c'est là où je serai. Alors là, c'est encourageant pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans ce domaine. Ouais, sinon c'est très encourageant. Ouais, c'est un métier très passionnant. C'est un métier qui demande vraiment de la patience parce que quand moi je me rappelle à mes tout débuts, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Aujourd'hui même les gens comprennent un tout petit peu ce que c'est vraiment l'étalonnage ou même la post-production. Et comme je dis, c'est pas vraiment évident. Vraiment évident. Parce que je me rappelle à mes débuts, quand je commençais, la première fois que j'ai eu en tête de créer un studio de post-production, c'était en 2015. J'étais encore dans la chambre dans ma chambre à coucher chez ma grand-mère. Oui. Ouais, et là j'avais juste mon petit Pentium 4 dont j'ai pu avoir là. Ouais, le 80 000. Oui, le 80 000. Oui. Et qui était seconde main, même pas neuve. Oui. Donc du coup, je l'avais déjà là. Et je rêvais déjà plus grand en fait. Déjà plus grand. Donc c'était vraiment pas facile. Parce qu'il y avait même des fois où on t'appelle, tu sors, tu rentres, tu n'as même rien. C'est-à-dire tu proposes le service. Oui, tu proposes le service. On te dit, tu es sûr que tu peux faire ça. On dit, ok, fais, vas-y. Tu fais juste pour montrer que tu peux faire. Juste pour que les gens voient que tu peux faire. Parce que quand tu parles, les gens te disent de quoi ils parlent même. Qu'est-ce qu'ils racontent là? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, il fallait prouver, en fait, comme je dis. À mes débuts, il fallait vraiment prouver. C'était pas facile. Et après, comment tu as fait pour commencer à gagner tes marchés? Est-ce que c'était le bouche à oreille? Ce sont tes amis qui t'aidaient? Oui, c'est allé de bouche à oreille. C'est allé de bouche à oreille et c'est aussi à cause de la qualité du boulot que je fournissais. Oui.
Parce que, vu que, je vais dire, quand moi j'ai commencé c'est-à-dire, ce qui m'a même permis de me démarquer, c'était même vraiment l'étalonnage. Parce que quand j'ai commencé à étalonner mes vidéos, les autres monteurs, après leur montage, en ce moment, venaient me donner leurs vidéos d'étalonner. Ils disaient que, mince, ils ne parlaient pas beaucoup du montage. Ils disaient, on a vu le truc que tu as fait là. Putain, mais l'image, c'est différent, machin, vraiment. Oui. On veut que tu rendes aussi nos images comme ça et tout. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Du coup, de bouche et on a commencé à dire, non, il y a un mec là-bas, lui, il travaille seulement sur les images vidéo. Oui. Et là, comme ça. Direct, tu gagnais tes marchés. Voilà, justement. On va justement entrer dans le domaine des difficultés. Forcément, je voudrais que tu essayes de nous en parler davantage. Quels sont les types de difficultés que tu rencontres dans ce métier aujourd'hui? Il y a beaucoup de difficultés. D'abord, il y a le fait, comme je disais tout à l'heure, déjà, il y a d'abord le fait qu'on pense à l'étalonnage au dernier moment. Donc, et des fois, les gens ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a à faire dessus. Donc, parfois, quand quelqu'un vient te proposer, il balance juste un prix comme ça, il te dit, écoute, j'ai ma vidéo étalonnée ou j'ai mes 26 épisodes de 26 minutes étalonnés, je vais te donner tant. Donc, les gens ne prennent pas encore vraiment ça, ils ne comprennent pas encore ça, ils ne prennent pas encore vraiment ça au sérieux. Et aussi le fait que quand des gens viennent avec des images, parfois ils n'ont pas contacté l'étalonneur avant. Oui. Ça fait qu'ils sont allés tourner d'eux-mêmes, ils n'ont pas pris de directeur photo, ils sont allés tourner d'eux-mêmes. Et après, quand ils viennent avec des images, ils te disent ce qu'ils veulent faire, tu te dis, mais c'est pas comme ça qu'il fallait procéder pour avoir ce ton, ce type d'image ou pour donner pour avoir ce type d'image à l'étalonnage. Oui. C'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Donc, c'est quelques difficultés qu'on rencontre vraiment dans le métier d'étalonneur. Je comprends. Ouais. Et j'aimerais savoir justement, est-ce qu'en fonction de la caméra avec laquelle on prend les images sur le terrain, il y a une façon d'étalonner? Oui, il y a une façon d'étalonner. En fonction de la caméra. En fonction de la caméra, ça dit... Tu ne vas pas étalonner. Bon, là, ça va être vraiment technique parce que je ne sais pas comment tu vas pas. On va essayer. Tout ça, c'est des formats, comme on dit, tout ça, c'est des formats natifs, vraiment neutres, quoi. Oui. Mais sauf que, on va prendre par exemple l'exemple de Panasonic. Avec la Panasonic, tu as le V-Log. Avec Canon, tu as le C-Log. Oui. Avec la Sony, tu as le S-Log. Avec la Red, tu as le RAW. Avec la Blackmagic, tu as le Blackmagic RAW. Et tout ça, c'est des traitements vraiment différents. C'est pas la même façon de procéder. Dans la manière dont tu travailles sur le RAW, c'est pas la manière dont tu vas travailler sur le V-Log ou sur le C-Log. Donc, c'est vraiment différent. Donc, le processus de traitement est vraiment différent. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus évident et surtout le plus efficace? Le plus efficace, sans hésiter, c'est le RAW. Oui, parce que ce qui est bien avec le RAW, c'est que quand on te donne des images en RAW, tu as une grosse latitude, ce qu'on appelle, nous, en notre jargon, une grosse plage dynamique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux même remodifier tu peux encore modifier les paramètres de luminosité comme si tu étais encore sur le terrain, quoi. Oui. Comme si tu étais encore sur le terrain. Tu peux retoucher ton ISO, retoucher ta luminosité, ton contraste, ta couleur, comme si tu réglais encore la caméra. Donc, c'est le RAW. Juste merveilleux. J'aimerais savoir maintenant quelle est la règle primordiale que doit respecter un étalonneur vidéo. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Oui, c'est très primordial. Un étalonneur, il doit être ordonné. Parce que tu ne peux pas... Déjà, d'abord, le logiciel dans lequel je travaille, c'est DaVinci Resolve. Et ça ne fonctionne pas comme la majorité, comme d'autres logiciels. Vous savez, d'autres logiciels, ça fonctionne avec des calques. Oui. Mais DaVinci Resolve, c'est le système nodal. Donc, ça fonctionne avec des nœuds. Donc, c'est comme si tu attachais des nœuds et tu reliais, tu attachais un nœud, tu reliais un carreau, tu le rattaches, tu relies à l'autre carreau et tout. Et parfois, tout ça, il faut vraiment être ordonné. Si tu n'es pas ordonné, tu ne peux pas. Et des fois, tu dois faire ça sur plus de 500 plans. Parce qu'il arrive des fois, il y a des vidéos dont tu as 500 plans étalonnés. Et tu dois aller plan par plan, donc découper 500 plans carrément étalonnés. Donc, si tu n'es pas ordonné, tu t'embrouilles. Et là, ça te prend combien de temps à peu près? Si on a peut-être une vidéo de 26 minutes. Moi, aujourd'hui, avant, ça me prenait un peu plus de temps. Mais avec l'expérience que j'ai, avec la méthode, en 2 jours, moi, j'ai étalonné en 26 minutes. Et tu travailles seul? Je suppose que tu fais ça avec des collègues pour le moment, en étalonnage. Là, pour le moment, l'étalonnage, je bosse encore seul, mais je suis en train de former des gens avec qui je vais quelquefois donner, puisque la demande commence à être... grandissante. Oui, la demande commence à être vraiment grandissante. Parce que
Je reçois même des boulots de l'extérieur. Voilà, je reçois des boulots de l'extérieur, il faut les satisfaire. Et beaucoup plus même. Et avec tout ça, tu arrives à respecter ta fréquence de 5 heures de travail par jour? Si, j'arrive à les respecter. C'est pour ça que j'ai dit il faut être ordonné. Il faut vraiment être ordonné et discipliné. Tu dis, c'est à tel moment, je vais faire ci, tel moment, je vais faire ça. C'est pour ça que moi, je n'aime pas qu'on me perde du temps. Oui. Honnêtement, même quand quelqu'un me perd du temps, ça me dérange. Parce que mon temps, il est vraiment millimétré. Je n'aime pas qu'on me perde du temps. Je comprends, pour les personnes qui sont très pragmatiques, qui sont minutieuses et surtout disciplinées, perte de temps peut souvent faire mal. Hein. Ouais, justement. Donc, alors, Stéphane, j'aimerais savoir, tu penses vraiment que l'univers de l'étalonnage vidéo a un avenir au Cameroun? Tu penses vraiment que les gens commencent à se rendre compte que c'est un travail qui vaut la peine pour les productions audiovisuelles? Oui, c'est un très, très gros avenir ici au Cameroun. Très gros avenir, même si ici, les gens n'ont pas encore les moyens de vraiment se le procurer. Les gens n'ont pas encore les moyens de se procurer, mais quand ils tournent déjà, ils pensent à l'étalonnage. Quand ils tournent déjà, ils pensent à l'étalonnage. Il y a une série qui est en train de se tourner actuellement où des gars, ils m'ont contacté même 3 mois avant. Oui, pour l'étalonnage, ils m'ont contacté 3 mois avant. Même comme c'était un peu chaud côté finance, mais ils m'ont contacté. Et de plus en plus, les gens commencent déjà à comprendre l'importance de l'étalonnage. Et ça va encore devenir encore plus important quand nos chaînes ici seront exigeants en termes de qualité, d'image, quand ils seront vraiment exigeants en termes de qualité d'image. Parce que les images qu'on m'envoie de l'extérieur, quand je disais j'étalonne avec des outils d'analyse, je ne peux pas m'amuser. Je suis obligé. C'est-à-dire là où tu connais pas. Parce que eux là-bas, quand tu envoies une image, par exemple, quand quelqu'un t'envoie, par exemple, un clip qu'il a tourné là-bas et qu'il doit envoyer dans une chaîne. Dans une chaîne européenne là-bas, exigeante, les gars, quand ils mettent, parce qu'eux-mêmes, ils ont les mêmes outils là-bas, quand ils mettent là-bas et qu'ils contrôlent, si ce n'est pas aux normes, on renvoie. Sérieux, si ce n'est pas aux normes, on renvoie. La première, et je me rappelle même, le premier, on va appeler ça quoi, le premier documentaire que j'avais étalonné, c'était parce que le mec, il devait vendre à TV5, il l'avait envoyé. Et quand il l'a envoyé, on lui a dit l'image a un problème. C'est là où il est venu me voir pour étalonner. Oui, c'était ça. Donc, quand les chaînes vont commencer à être exigeantes côté qualité image, c'est là où les gens vont comprendre vraiment ce que c'est. Ailleurs, les gens le sont déjà. Bon, voilà. Ça veut dire que la seule façon pour que les autres s'arriment à l'étalonnage, c'est que les responsables de ces chaînes deviennent exigeants. Oui, il faut qu'ils deviennent exigeants. Parce que j'ai fait un constat justement à regarder plusieurs productions à la télévision. Il y a parfois, l'image est très sombre. C'est pas vraiment beau tel que tu expliques le travail de l'étalonnage. Ça veut dire que ça fait peu de temps que nous, on a compris que ça existait et qu'il fallait le faire. Mais en fait, pour le moment, ceux qui le font même beaucoup, n'est-ce pas? Actuellement, ceux qui le font beaucoup et qui l'ont toujours fait, c'est les vidéomakers. Les gens qui sortent des clips vidéo. Et ils ont compris ça depuis. Mais actuellement, dans le cinéma ici au Cameroun, oui, ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à vouloir étalonner les vidéos. D'autres s'en foutent encore parce que aussi les chaînes où ils envoient, ils tolèrent ça comme ça et du coup, voilà. Et parfois aussi quand ils font des vidéos ici, ils disent bon, quand ils envoient, et aussi même, moi j'ai vu, c'est comme je me suis assis devant une chaîne européenne, j'ai regardé des œuvres camerounaises, j'ai dit mince, comment est-ce qu'ils peuvent accepter ça passer comme ça? J'étais avec un autre technicien, là il me dit écoute, c'est l'Afrique, on vous tolère tout, c'est l'Afrique. Mais non, on va pas continuer comme ça. Ouais, justement, on peut pas continuer comme ça. Voilà. Et donc tu penses quand même pas que pour d'autres personnes qui sont encore réticentes, c'est peut-être faute d'argent pour d'autres c'est faute d'argent, d'autres c'est manque de volonté, d'autres ils ont de l'argent mais ils ne veulent pas.
Ou peut-être l'ignorance aussi. Je sais pas. Oui, peut-être l'ignorance aussi. Non, parce que savoir ce que l'étalonnage peut apporter à sa non, d'autres production. même savent ce que ça peut apporter. Ils sont conscients de ce que ça va apporter. Ça peut apporter. Parce que quand un mec vient vers toi parce qu'on a rejeté son projet à cause de l'image, parce que son image n'est pas étalonnée, et qu'il a les moyens de te payer, et qu'il ne veut, et qu'il te dit que, écoute, je n'ai pas les moyens de te payer, tu comprends qu'il ne veut pas. Oui. Tu comprends qu'il ne veut pas. Alors, je pense que maintenant, on va jouer à un petit jeu. Est-ce que tu aimes les jeux? J'espère que ce n'est pas les jeux brutaux. Mais non, pas au sens des Camerounais de toute façon. Ok. Pas au sens des Camerounais. Alors, je vais te proposer une liste de logiciels et d'outils utilisés dans le cadre de ton travail. Ouais. Et à toi de nous dire à quoi est-ce que ça sert et surtout quelle est l'utilité pour chaque logiciel. Okay. On va commencer par X-Rite. Ah, la charte de couleur X-Rite. Ça, on l'utilise beaucoup plus lors des tournages. C'est-à-dire, avant de tourner, c'est une charte avec plusieurs couleurs. Ça, c'est pour faire déjà l'étalonnage de base. Parce qu'après, dans DaVinci, je vais m'arrimer à ces mêmes couleurs. Je vais d'abord mettre l'image en Rec 709 déjà. Je vais déjà la mettre de manière aux normes, quoi. Oui. En fait, avec la charte X-Rite, ça m'empêche justement d'aller dans le signal, baisser les basses lumières, remonter les hautes lumières, tout ça. Donc, quand on utilise ça au tournage, et que je vois, donc quand on m'envoie des images, en fait, avec la charte de couleur X-Rite, je suis content. Je dis, waouh, là, je sais qu'il y a tout un gros boulot déjà qui va s'en suivre. Je sais qu'il y a déjà, ça sera un peu plus facile, quoi. Ah, d'accord. Il y a un gros boulot. Donc, ça dit que ça, c'est déjà, avec ça, l'étape seconde, l'étape primaire, en fait. Oui. L'étape primaire devient plus facile, quoi. D'accord. Voilà. Bah, c'est très bien. Et les luttes? Ah, les luttes, ça, ce sont des étalonnages préconfigurés que n'importe qui fait, il vend. Donc, moi, je peux en faire et je vends. Mais moi, je les utilise pas parce que des fois, ça dépend de la caméra. Oui. Ça dit, pour utiliser une lutte, d'abord, il faut savoir avec quelle caméra ça a été tourné, dans quelles conditions dans quelles conditions les images ont été faites. Et en fonction de ça, tu sais comment appliquer les luttes. Et le plus souvent, les gens qui les vendent ne détaillent pas vraiment tout ça. Et parfois, les gens font des luttes beaucoup plus pour des grosses caméras. Des caméras même qu'on n'a pas encore ici, comme pour la RED. Bon, la RED, il y a déjà ici, mais rarement les gens tournent la RED ici parce que c'est encore coûteux. Ou la Harry et tout ça. Et du coup, si tu prends vraiment la lutte d'une Harry ou d'une RED et tu viens appliquer sur les images d'une Panasonic. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Attends, ça veut dire que les luttes, c'est comme une sorte de licence. Généralement, on monte une vidéo. Maintenant, pour extraire, il faut accéder à une licence en ligne. Est-ce que c'est en quelque sorte ça, les luttes? Non, c'est pas une forme de licence. C'est comme je dis, c'est que ça dit que c'est un étalonnage, c'est quelque chose déjà fait. Oui. Donc, dans l'étalonnage déjà comme je dis, c'est préconfiguré, comme on appelle ça des presets. Ça veut dire que celui qui fait des luttes, il le fait à base d'une image. Donc ça veut dire dans cette image-là, il a fait la correction de couleur déjà d'abord primaire, il a fait la correction de couleur secondaire, et il a donné même le look, en fait. Et là, maintenant il compacte ça, il met en avant. Ça fait que si tu as tourné dans les mêmes conditions que lui, tu n'as qu'à prendre le lutte, appliquer, et c'est bon. La vidéo, elle est prête. Et comment on fait pour savoir justement quel type d'image il a utilisé? Justement, tu ne peux pas savoir. Ça veut dire que c'est un risque à prendre? Non, c'est que tu vas tester. Oui. Quand les gens qui utilisent, c'est comme moi, je me rappelle à mes débuts, quand je commençais encore l'étalonnage, quand j'étais encore peu expérimenté, quand j'utilisais des luttes minces, je passais des heures à chercher la lutte qui correspond à la caméra. Oui, je passais des heures. Tu essayes, non, ça ne donne pas. Tu supprimes, tu réessayes. Ça ne donne pas. Non, ça ne donne pas. Tu essayes, ça ne donne pas, voilà. Mais maintenant, quand tu sais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de lutter. Ouais, et toi-même, tu suis le processus, quoi. Les luttes, c'est beaucoup, c'est même, on va dire les luttes. Moi, j'encourage même un débutant à les utiliser parce que ça rend paresseux. C'est vrai, tel que tu l'expliques, je pense que ça peut tuer le génie, ça peut t'empêcher. Non, ça peut tuer, ça rend paresseux. Ta créativité. Voilà, c'est le boulot carrément de quelqu'un d'autre que tu prends, tu appliques et puis ça. Et DaVinci Resolve? Ah, DaVinci Resolve, c'est mon chouchou, c'est mon logiciel d'étalonnage. Ah, vraiment? Ouais, c'est le logiciel dans lequel j'étalonne. C'est vrai qu'il sert. DaVinci Resolve, il a plusieurs casquettes. Hein. Il sert aussi, dans DaVinci Resolve, tu peux monter. Oui. Tu peux même faire du son et même des effets spéciaux dans DaVinci Resolve. Donc, c'est un logiciel vraiment. Mais en étalonnage, il est
vraiment, vraiment, vraiment complet. Parce que avec lui, ici au Cameroun, comme je dis, c'est pas la même chose. Mais quand on m'envoie parfois des images étalonnées de l'extérieur, il y a un format, ce que nous on appelle le DCP, c'est le format cinéma. Parce qu'en Europe, pour projeter dans des salles cinéma, il faut du DCP. Ce n'est plus de l'MP4 ou du MAUV, du truc. Donc il faut faire. Et le DCP, c'est tout un processus. C'est vraiment tout un processus. Et pour dire vraiment, c'est pas tous les étalonneurs qui savent faire le DCP. Oui. C'est pas tous les étalonneurs qui savent le DCP. J'en ai rencontré, quand tu leur dis DCP, ils comprennent pas. Parce que c'est l'image vraiment cinéma. Ça dit, pour projeter dans les salles de cinéma, on demande le DCP. Et après avoir étalonné, parce qu'il y a des gens qui disent j'étalonne avec Premiere Pro, j'étalonne avec, mais tu peux pas être aussi précis. Je suis désolé, tu peux pas être aussi précis. Parce que moi, en tant que monteur, je travaille dans Premiere Pro pour le montage. Et comme je comprends l'étalonnage et je connais l'étalonnage, il y a des vidéos que j'ai étalonnées dans Premiere Pro, mais ça ne donne pas comme avec DaVinci. Oui, ça ne donne pas comme avec DaVinci. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Mais dis-nous un peu comment ça se passe une fois que tu installes ton DaVinci. Je ne sais pas si tu installes. Quand c'est sur la plateforme déjà, qu'est-ce que tu fais, les différentes étapes? Comment est-ce que tu utilises? Non, une fois, quand tu installes ton logiciel, tout ce que tu as fait, c'est de créer, comme je disais, c'est de créer, tu l'ouvres, tu crées ton projet, tu crées un nouveau projet. Oui. Pour créer un nouveau projet, tu vas d'abord paramétrer le format. En quel format est-ce que la vidéo qu'on te donne a été tournée? Donc tu mets ce format-là et puis maintenant tu importes la vidéo et puis tu commences le boulot. C'est aussi simple. Très bien. Et maintenant, le pupitre d'étalonnage, qu'est-ce que c'est? Le pupitre d'étalonnage, ça c'est vraiment, comment on dit, ça c'est la cerise sur le gâteau. Tout étalonneur qui se dit professionnel doit avoir un pupitre d'étalonnage. Parce que l'étalonnage, ça se fait par la souris. Ça se fait pas avec la souris? Oui, ça se fait pas avec la souris. L'étalonnage, c'est pas la souris. Parce que déjà, je prends un exemple simple. Quand tu es dans DaVinci, quand tu es dans la plage, parce que l'étalonnage, c'est ça dit, je peux même dire, pas au millimètre, au micron près. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans les courbes, par exemple, dans DaVinci, si je vais cliquer sur la courbe avec la souris, ça a déjà modifié la température. C'est comme ça a déjà modifié la température. Donc quand tu cliques, ça bouge un peu. Pourtant, avec le pupitre d'étalonnage, une fois que tu appuies dessus, tac, ça met déjà le point avant que tu ne commences à régler. À régler. Donc c'est-à-dire, c'est comme une platine de DJ, mais sauf que au lieu d'avoir des trucs pour le son, tu as des boulons pour l'image. Et tu as, parce que dans DaVinci Resolve, tu as les roues de couleur en fait. Et sur ton pupitre, justement, tu as ces roues de couleur-là, sur lesquelles, quand tu bouges, ça bouge les mêmes roues de... Directement. Ça s'applique directement. Oui, c'est les roues de couleur, parce que tu as les roues de couleur, tu as les basses lumières, tu as les zones intermédiaires et tu as les hautes lumières. Quand tu bouges les hautes lumières, quand tu bouges la boule du côté droit, quoi, c'est les hautes lumières qui bougent. Quand tu bouges celle du milieu, c'est les parties intermédiaires, dont le milieu de l'image, la surface de l'image qui bouge. Maintenant, quand tu bouges celle de tout à gauche, là, c'est vraiment les basses lumières, la partie sombre de l'image dans laquelle ça agit. Voilà. C'est à ça que ça sert, là, le pupitre. C'est pour étalonner plus efficacement et plus rapidement. Oui. Voilà. Plus on avance, ça devient passionnant, ce travail. On va peut-être faire une formation dans le studio. Je suis ouvert. Et maintenant, on va terminer par la palette graphique. La tablette graphique. Oui. La tablette graphique, moi, je m'en sers beaucoup plus pour, justement, comme je parlais, des masques dont je parlais. Oui. Parce qu'avec ça, comme c'est un stylet, donc ça me permet, sur ma tablette, de définir plus précisément les contours. Au lieu de cliquer à la souris. Donc, avec ma tablette, une fois que j'ai cliqué, je définis vraiment plus efficacement les contours. En fait, c'est à ça que moi, ça me sert dans DaVinci Resolve. Voilà. Et ça peut aussi servir de souris. Ça sert aussi de souris à certaines personnes, oui. Des fois même, c'est la souris même. Des fois même, j'utilise même ça comme souris. Difficilement même, en ce moment, j'utilise la souris de toutes les façons. Très bien. Et j'aimerais que tu nous racontes une anecdote autour d'un travail qui t'a particulièrement satisfait. Un travail que tu as proposé et tu en étais vraiment fier. Tu as terminé et tu as dit oui, ça c'est Stéphane qui l'a fait. Bon, je vais réfléchir parce qu'il y en a, Oui. Il y en a tellement, j'ai été satisfait. C'est pour ça que ça va être un peu... Quel est le boulot qui m'a... il y en a tellement qui m'ont vraiment satisfait.
Je pense que Surtout s'il y en avait ça, étalonnage. s'il y avait tout devant moi, on allait faire tic-tac et on allait choisir Ouais, n'importe peut-être, lequel. ouais, on allait choisir. Parce que, la vérité, il y en a tellement qui m'ont satisfait. Parce que quand je regarde, par exemple, la publicité de CCA que j'avais fait avec Charlotte Dipanda, ça m'avait satisfait. Oui, ils sont Même celle que j'avais publicités. fait avec, ouais, avec Rigobert, la publicité celle que j'avais fait avec Rigobert, ça m'avait satisfait. Bref, il y en a tellement qui m'ont satisfait, Bon, c'est très ça. bien, bon. Je sais pas. Je Il y en a comprends tellement. aussi que derrière tout ça, tu es un perfectionniste. J'ai plutôt l'impression que tu es fier du travail que tu fais au quotidien. Oui, oui, très. Des résultats surtout que tu arrives à fournir Ouais, très, au quotidien. très. Parce que tant que ça, moi, déjà, d'abord, moi, avant de présenter au client, Oui, si ça ne me convainc pas, ça déjà reste. d'abord moi-même, ça reste là. Je vais bosser jusqu'à ce que ça me convainc. C'est comme la dernière pub Oui. que j'ai étalonnée là, le mec qui disait, ah, laisse comme ça, c'est déjà, je dis non, attends. C'est pas bon du Et tout. il disait, attends, j'ai pas encore. Comme lui, il était derrière, il regardait, il dit, laisse comme ça. Il dit, non, laisse comme ça, c'est déjà bon. Je dis, non, attends, c'est pas encore fini. Il dit, je dis que c'est pas encore fini. Alors, je pense qu'après cette émission, je saurai désormais comment t'appeler. Tu veux savoir? Non, oui, 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 oui. Le perfectionniste Stéphano. Donc Stéphane, jusqu'ici on va pas s'arrêter. Je pense quand même que tu as déjà eu à faire un travail qui ne t'a pas vraiment convaincu, mais tu as quand même été obligé d'envoyer ce travail ou pas? Non, non, non. J'ai jamais fait un boulot qui m'a pas convaincu et que j'ai envoyé. Oui. Déjà d'abord, je suis déjà d'abord, avant même d'étalonner un projet, je demande toujours d'abord à voir les images. Avant même qu'on nous cause budget ou machin, Oui. avant qu'on nous cause du budget, du coup que ça va faire, je demande toujours à regarder d'abord la qualité des images. Parce qu'il y a des gens qui viennent parfois avec des images, on ne peut rien faire. Oui. Il y a des gens qui viennent avec des images, c'est irréversible en fait. Tu ne peux plus, et là, ça ne sert à rien de prendre, tu vas t'arracher les cheveux, mais ça ne va pas donner, après tu vas mettre ton nom dessus. Allez, c'est lui qui a étalonné ça. Quand déjà au tournage, les normes n'ont pas été respectées déjà, moi je ne prends pas, hein. Même si tu me donnes tes sous, non, je ne prends pas. Je ne prends pas. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui voudraient évidemment faire dans ce métier-là, quelle est la formation qui peut leur être recommandée? Ah, pour être étalonneur, Oui. bah, ils n'ont qu'à venir apprendre l'étalonnage, c'est tout. Ils n'ont qu'à apprendre l'étalonnage. Mais pour le temps, si quelqu'un se donne vraiment et qu'il se met vraiment en 6 mois Oui. pour commencer à étalonner, il ne va pas être expert, il va pas être vraiment, mais en 6 mois, il peut commencer à étalonner. En regardant Ouais, des parce tutos oui, sur Internet. Oui, bah, les tutos, bon, moi je conseille, c'est vrai que j'ai appris par les tutos, Oui. mais ça m'a pris plus de temps d'apprendre par les tutos. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui font les tutos, ils ont passé des années à apprendre aussi. Oui. Ils ont aussi passé du temps à apprendre. Donc, du coup, quand ils font les tutos, ils ne vous donnent pas les bases. Ils ne donnent pas les bases. Donc, c'est juste des techniques avancées. Du coup, quand tu regardes, tu dis waouh. Donc, tous ceux qui font les tutos, ils ont passé du temps à apprendre. Et quand ils viennent je vais prendre par exemple un exemple. Quand quelqu'un te dit, ok, d'accord, je vais mettre un nœud correcteur, je vais mettre un K-mixer dans Davinci ou je vais mettre un nœud parallèle. Oui. Déjà, toi, tu ne sais pas à quoi ça sert le nœud parallèle, tu ne sais pas à quoi ça sert Oui, c'est vrai. le K-mixer. Donc, du coup, même avec les tutos, tu vas vraiment. Il faut se faire assister. Oui, il faut se sinon, faire ça sera long. assister, oui. Moi, c'était vraiment long parce que je me suis fait assister, mais c'est quand je suis tombé sur, comme j'ai dit, sur des cours interactifs là. Oui. Sur des cours en ligne interactifs que j'ai pu vraiment comprendre ce que c'était. Parce que quand je me suis mis à ça pendant 1 an, je comprenais toujours pas. Je comprenais toujours pas grand-chose. Mais une fois que j'ai eu accès aux cours en ligne, Oui. et une fois que j'ai eu accès aux cours en ligne et aux cours interactifs qu'on vend dans les plateformes là, c'est allé très très vite. C'est allé très vite. Moi, en 6 mois, j'avais déjà, c'est vrai que je bidouillais déjà, mais sans trop comprendre ce que je faisais. Mais tout Parce allait que, bien. oui, parce que l'étalonnage, c'est pas seulement, comme on dit, c'est pas seulement changer la couleur, hein. L'étalonnage, c'est pas seulement donner la couleur et tout. C'est-à-dire, il y a même des notions théoriques qu'il faut déjà d'abord comprendre, qu'il faut connaître. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des notions théoriques. Parce que c'est très important, ça. Est-ce qu'il y a également des lois à respecter
Comme peut-être dans la communication, il y a une loi qui régit la communication. Est-ce que dans l'étalonnage, il y a également une loi à laquelle il ne faut pas enfreindre? Non, dans l'étalonnage, en fait, l'étalonnage, c'est une question de goût. Oui. Il n'y a pas... C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, mais rester dans les normes. Oui. Dans les normes de diffusion. Tu peux faire ce que tu veux. Et comme je dis, ça dépend. Ça dépend du client, de ce que le client veut. Il y a des gens, quand je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent, ils viennent avec des images, ils se disent, écoute, cette image, si je veux que les noirs soient vraiment écrasés, que ce soit vraiment cramé, qu'on ne distingue plus les détails. Oui. Parce que voilà, par exemple, si on parle des lois, on va dire, en termes, on va dire dans l'étalonnage, quand tu ne vas pas écraser les noirs, tu vois, les noirs ne doivent pas totalement être sombres. Les blancs ne doivent pas être surexposés. Mais il y a des gens qui te voient et te disent, non, ici, moi, je veux que tu surexposes. Là, je veux que tu crames vraiment. Là, je veux que le bleu domine. Ici, je veux que ce soit plutôt le rouge qui domine. D'autres, ah non, je veux plutôt une couleur, que ça fasse comme le chocolat. Oui. Voilà, il y a la pub d'un biscuit que j'ai étalonné où les gars, ils voulaient justement ce ton de chocolat. Là. Ils disent parce que le biscuit, c'était un biscuit, leur favori, c'était le biscuit chocolat. Oui. Et là, vraiment, ils voulaient donner le ton chocolat à la vidéo. D'autres, non, je veux ci, je veux ça. Donc, ça dépend. Il y a pas, c'est comme ça. D'accord. Et quand je veux savoir une chose, forcément, je n'avais pas prévu ça, mais ça me vient à l'esprit. Quand tu n'arrives pas à t'entendre avec quelqu'un qui sollicite ta prestation, comment est-ce que ça finit? Est-ce que tu as déjà eu un coup de gueule avec un client? S'entendre de quelle manière? Ça dépend. Pendant que je suis en train de travailler? Non, le client, il vient solliciter ton service. Oui, oui. Tu lui dis un prix. Mhm. Lui, il ne s'attend pas à ce prix, il te dit peut-être autre chose. Ou alors, il n'est pas assez poli, il n'est pas assez courtois dans sa démarche. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de personnes? Et Oui, généralement, oui, comment est-ce que j'ai ça s'est terminé? Non, moi, j'ai eu affaire à ce genre de personnes. Oui. Plusieurs fois même. Moi, avec moi, ça se termine toujours bien. S'il n'est pas poli, moi, je tourne mon dos, je pars. Oui. Je reste pas à l'écouter ce qu'il va me dire. Rien ne m'oblige à l'écouter. Ouais. S'il est impoli, je tourne, je ne réponds pas. Je pars juste, rien ne m'oblige à l'écouter. La meilleure des manières, forcément, pour Ouais. moi. Pour terminer, Stéphane, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui voudraient se lancer dans le domaine de l'étalonnage aujourd'hui? Ce que je conseille aux personnes qui veulent se lancer, c'est de se former. Oui. C'est tout. C'est de se former. Il faut se former. Donc, comme dans tout domaine d'ailleurs, tu ne peux pas faire quelque chose si tu ne t'es pas formé. Il faut se former. C'est très, très, très important, la formation. Si tu ne te formes pas, tu vas pas. Si tu ne te formes pas, et aussi, comme je disais, la patience aussi. Oui. La patience, la concentration, ouais, et la discipline. C'est très important. Ah, merci, je prends ça comme un conseil parce que peut-être, qui sait, je vais me lancer dans ce domaine plus tard. Ça ferait de mal à personne. L'autre volet de ma question, c'est au Cameroun, comment faire pour montrer véritablement aux producteurs que l'étalonnage a une place d'ailleurs primordiale? Comment valoriser l'étalonnage au Cameroun pour qu'ils prennent de l'ampleur? La seule manière de valoriser l'étalonnage au Cameroun, moi, Oui. c'est de faire comme j'ai fait. C'est pour ça que maintenant on me prend au sérieux et on comprend que c'est sérieux. C'est de faire comme j'ai fait. C'est quoi? J'arrive chez des gens, il y a des techniciens sur lesquels, c'est des monteurs d'abord, c'est pas des étalonneurs. Oui. Déjà pour étalonner, ils disent, ah ok, j'ai fini, je vais étalonner. L'environnement dans lequel ils étalonnent déjà d'abord n'est pas adéquat. Je vais prendre un exemple, c'est pour étalonner, ça dit, c'est comme je dis, c'est pas changer des couleurs. Oui. Ça dit d'abord, il faut d'abord avoir l'environnement, le cadre de boulot adéquat pour pouvoir le faire. Parce que quand on étalonne d'abord, déjà, avant d'étalonner d'abord, tu dois d'abord étalonner tes écrans d'abord. Oh, oui. Si le producteur, parce que les producteurs ils ne savent pas ça, tu dois d'abord étalonner tes écrans en fonction de l'environnement, la pièce dans laquelle tu es. Et l'étalonnage, justement, ça ne se fait pas avec la lumière comme on est là maintenant. Soit tu mets la lumière derrière ton écran, soit tu es totalement dans le noir. Si tu veux pour plus de qualité, en fait, on conseille d'étalonner carrément dans le noir, en fait. Donc, pour que les gens prennent ça au sérieux, il faut que ceux qui le pratiquent soient eux-mêmes sérieux, qu'ils prennent aussi déjà d'abord. Parce que si déjà toi-même tu ne prends pas ce que tu fais au sérieux, si tu n'es pas dans un bon cadre de travail, si tu n'as pas le matériel qu'il faut, si tu n'as... Non, comment est-ce que le producteur... Oui, c'est la raison même pour laquelle là maintenant, quand quelqu'un m'appelle, il dit, écoute, je veux qu'on parle étalonnage. On ne parle pas au téléphone, on ne parle pas. Je lui dis, ok, viens. Quand il vient, il arrive au studio, il regarde tout ce qu'il y a comme matériel, et quand je l'explique maintenant le processus, quand il sort, il comprend que mince,
c'est pas... C'est pas du lait, c'est pas du... miel. Ouais, voilà. Et là, s'il venait s'amuser, il tourne, il plie sa queue, il s'en va. Hein. Ah, Stéphane, merci. Ouais. Nous arrivons au terme de cet échange qui, j'espère, vous a édifié. Merci Stéphane de nous avoir honorés par ta présence. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir était pour moi. Et quant à vous, chers web auditeurs et web spectateurs, on se retrouve très vite pour une autre découverte d'un métier du digital. En attendant le prochain rendez-vous, vous pourrez suivre nos programmes en replay sur les différentes plateformes de streaming audio et vidéo sur economa.com/live. Restez connectés et surtout, gardez le sourire. Allez, ciao!